J'ai fini dans un hôpital psychiatrique. Mais j'avais raison. Pendant très longtemps, j'ai eu ce sentiment étrange comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Plus précisément, avec ma belle-mère. Je ne pouvais pas l'expliquer de façon logique aux autres, mais je sentais qu'elle me faisait quelque chose. Chaque fois que je mangeais un plat qu'elle avait préparé, je me sentais bizarre, engourdi, étourdi, parfois nauséeux. Il y avait toujours une légère odeur chimique ou médicinale. Comme si quelque chose avait été mélangé, juste un peu. Au début, je me suis dit que je me faisais des idées. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Cette sensation ne disparaissait pas. Alors j'ai commencé à l'observer. Des petits détails me sautaient aux yeux. Elle insistait toujours pour cuisiner mes repas. Elle se mettait sur la défensive si je disais que je n'avais pas faim. Elle restait debout près de moi pendant que je mangeais, comme si elle surveillait. J'en ai parlé une fois à ma thérapeute, et elle m'a simplement dit que ça pouvait être de l'anxiété ou du stress. Mais moi, je savais ce que je ressentais. Je savais que quelque chose clochait. Un matin, j'ai décidé d'agir. J'ai ouvert le tiroir de la cuisine, sorti un petit contenant que j'y avais caché la veille, et j'y ai mis les céréales qu'elle m'avait préparées. Je devais les faire analyser. J'avais lu en ligne que des microdoses de poison pouvaient se passer inaperçues si elles étaient administrées lentement. Certaines personnes s'en servaient pour rendre les autres malades à petit feu. Ça semblait fou, mais plus pour moi, plus maintenant. Je suis descendu lui rendre le bol vide, en faisant comme si tout allait bien. Je lui ai dit que je sortais voir des amis. En me dirigeant vers la porte, j'ai entendu un bruit humide derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu les céréales fuyer de mon sac, dégoulinant sur le sol. Elle a accouru, pensant sûrement que c'était juste du lait ou du jus. J'ai paniqué. « Ne le touche pas » ai-je crié en attrapant le sac et en me précipitant dehors. J'ai retrouvé mon ami, l'une des seules personnes en qui j'avais encore confiance, et je lui ai tout raconté. Je l'ai supplié de m'aider à faire analyser les céréales. Mais au lieu de m'écouter, elle m'a regardé comme si j'étais folle. Elle m'a dit que je dérapais, que j'avais besoin d'aide. Et là, j'ai senti une distance se creuser entre nous. Ce n'est pas dans ma tête, j'ai dit, mais elle ne m'a pas cru. En plein milieu de notre dispute, le récipient m'a échappé des mains et s'est écrasé sur le trottoir. Des céréales et du lait partout. Mon amie a reculé, paniqué, puis elle s'est partie sans un mot. Je suis resté là, debout, le cœur battant, seul à nouveau. Ce soir-là, j'ai refusé de manger. Je suis restée assise, fixant mon assiette. Mais quelque chose qui m'a donné une idée. Mon père s'est assis et a commencé à manger son steak. J'ai regardé le mien, puis le sien, et j'ai dit d'un ton calme. « Hé, on peut échanger? Le mien a trop de gras. » Il n'a pas posé de questions et on a échangé. Mais ma belle-mère a réagi tout de suite. « Je fais de mon mieux pour être acceptée dans cette famille. » Elle a dit. « Pourquoi tu rends ça si difficile? » Et là, j'ai compris, elle ne voulait pas que je change les steaks. Elle ne s'y attendait pas. Ça confirmait tout. Je me suis levé, j'ai pris mon steak et je l'ai mis dans un sac de congélation que j'avais caché dans ma poche. « C'est une preuve », j'ai crié. Mon père avait l'air choqué. « Hé, calme-toi. De quoi tu parles? » Je suis reculée, tremblante. « Ne le mange pas. S'il te plaît, ne le mange pas. Elle nous empoisonne. » Ma belle-mère a essayé de m'approcher, alors j'ai attrapé un couteau de cuisine. Je ne voulais blesser personne, je voulais juste de l'espace. Reculée, j'ai crié. Et c'est là qu'elle a appelé la police. Tout a dégénéré. J'ai complètement craqué. Je pleurais, je criais, je disais qu'elle avait tué ma mère, le chien, et que maintenant elle voulait nous tuer. J'ai couru en haut, me suis enfermé dans sa chambre. J'ai fouillé ses tiroirs, ses sacs, tout en espérant trouver des pilules, des poudres, des seringues, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Mon père frappait à la porte, me suppliant d'arrêter. « Ta mère ne voudrait pas ça », il répétait. « Elle ne voudrait pas te voir comme ça. » Je commençais à me calmer. Sa voix m'aidait, jusqu'à ce que je la voie.
Elle s'était faufilée derrière lui et était entrée dans la pièce. En la voyant, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai hurlé et me suis jeté sur elle, la poignardant dans le ventre. La police est arrivée juste à temps. Ils m'ont plaqué au sol, m'ont arraché le couteau des mains et m'ont sorti de la maison menottée. J'étais hystérique. Je n'arrêtais pas de crier. Mais même à ce moment-là, je croyais encore que j'avais raison, que j'avais découvert quelque chose d'horrible. Plus tard, mon avocat est venu me voir. Il m'a dit que le procureur allait porter plainte, mais qu'il existait peut-être une autre solution. Il a dit que si j'acceptais une évaluation psychiatrique et qu'on découvrait que j'avais quelque chose comme la schizophrénie, je pourrais éviter la prison. Je me fichais de l'étiquette. Je ne voulais juste pas être enfermé pour quelque chose que je croyais sincèrement réel. L'évaluation a duré plusieurs jours. Tests, entretiens, observations. Ils ont dit que je montrais des signes de délire paranoïde. À la fin, on m'a diagnostiqué. J'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique au lieu d'aller en prison. 6 mois ont passé. Je prenais mes médicaments. J'allais en thérapie. Je respectais les règles. Mais tout ce temps-là, je sentais encore que je n'étais pas folle. Que quelque chose s'était vraiment passé et que personne ne me croyait. Puis un jour, elle est venue me rendre visite. Ma belle-mère, la femme que je crois encore responsable de ma vie brisée. Elle est entrée dans la pièce en souriant, habillée en couleur douce, comme si rien ne s'était passé. Elle s'est assise en face de moi, calme. « Je te pardonne », elle y a dit. « Ma blessure est presque guérie. Je l'ai fixée. Je n'ai rien dit. » Puis elle m'a dit quelque chose qui m'a anéanti. « Ton père est mort le mois dernier, une crise cardiaque. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'arrivais à peine à respirer. Mon cœur s'est effondré. Mon père était mort. Je n'avais même pas pu lui dire au revoir. J'ai essayé de rester forte. « Je peux voir mon petit frère », j'ai demandé doucement. Elle m'a regardé avec tristesse et a dit « Il est à l'hôpital. Il a une grave maladie de l'estomac. Il est trop malade pour te rendre visite. » C'en était trop, la goutte de trop. Je me suis jeté sur elle, l'attrapant par la gorge. Je criais, pleurais, tremblais en essayant de lui faire dire la vérité. Mais le personnel m'a attrapé, m'a injecté un sédatif et m'a retenu jusqu'à ce que tout devienne noir. La dernière chose que j'ai vue, c'était son visage. Ce sourire, froid, arrogant. Comme si elle avait gagné. Ils disent que je suis malade, que mon esprit a créé un monde imaginaire, que j'ai tout inventé. Mais je ne pense pas. Elle était l'infirmière de ma mère avant sa mort. La maladie de ma mère a empiré très vite, beaucoup plus vite que prévu. Ensuite, elle a emménagé chez nous. Elle a tout contrôlé. Et chaque fois que je mangeais quelque chose qu'elle avait préparé, je sentais mon corps s'éteindre. J'ai assez lu pour savoir que de petites doses de poison peuvent imiter des maladies normales. Elles ne sont pas toujours détectables. Elles peuvent rester dans ton système pendant des années. Personne ne m'a jamais cru, ni ma thérapeute, ni mon ami, pas même mon père. Et maintenant, il est parti. Je suis ici, dans cet hôpital, portant les mêmes vêtements tous les jours, prenant des pilules qui endorment mon cerveau. Mais au fond de moi, je crois encore que j'avais raison, que j'ai raison. Je suis peut-être enfermé ici, mais elle est dehors, et je sais ce qu'elle a fait.